Ce chiffre du jour, regardez-le bien, il est assez impressionnant, 889 millions, eh bien c'est le chiffre d'affaires, c'est en euros, chiffre d'affaires des ventes de bandes dessinées en France en 2021, record absolu dans l'histoire de la bande dessinée. On attend toujours bien sûr les chiffres 2022. Et autre point très important, eh bien l'année dernière, on l'a dit, le livre le plus vendu c'est une BD. Regardez d'ailleurs la couverture de cette BD, Le Monde sans fin chez Dargaud, signé Christophe Blain et Jean-Marc Jancovici. Alors un album qui a cartonné, mais quand on va jusqu'au bout, beaucoup se sont aperçus que c'est, on peut dire presque un plaidoyer pro-nucléaire. Et donc actuellement, cela fait débat dans le milieu intellectuel. Et c'est important de le dire. Donc BD, livre le plus vendu. Lisa Mandel, comment expliquer cet engouement pour la BD en général ? Ça fait plusieurs années que la bande dessinée est le secteur du livre qui se porte le mieux. Après... Une des explications, c'est la féminisation du lectorat de bande dessinée. C'est-à-dire que pendant des années, c'était quand même un milieu qui était essentiellement occupé par les hommes. C'était lu par des hommes et fait par des hommes. Et depuis quelques années, ça s'est féminisé, avec une bande dessinée aussi, comme le disait tout à l'heure Benoît, qui est passée un peu à l'âge adulte. Donc on se retrouve avec un lectorat qui ne lisait historiquement pas de bande dessinée. Et les femmes étant les plus grands lecteurs, les plus grands lecteurs sont en fait des lectrices, ça a déjà augmenté le parterre de lecteurs énormément. Et le fait que la BD traite des sujets plus adultes et s'empare de la BD du réel, de la BD documentaire, ça a encore élargi son rayonnement, on va dire. Alors justement, vous, Peters, vous connaissez bien l'histoire de la BD. On va voir tout de suite la couverture de votre ouvrage, qui est très intéressant. 50 moments clés dans l'histoire de la bande dessinée. Vraiment, ouvrage pour tout comprendre en 3 minutes. C'est la fameuse collection. Justement, depuis quand la bande dessinée est un art, d'ailleurs, et en quoi cela a joué un rôle important pour l'engouement que ce style suscite ? Alors, il y a plusieurs éléments qui ont joué. Il y a eu un passage assez lent d'une bande dessinée reliée à l'enfance. Il y a toujours une bande dessinée reliée à l'enfance, mais il y a beaucoup de bandes dessinées plus adultes. Donc, ça a contribué à la faire reconnaître, à la faire lire par toutes sortes de publics, de gens qui sont aussi des amateurs de cinéma, de romans. Et puis, il y a eu le passage de la presse au livre. Alors, bien sûr, il reste des initiatives remarquables dans la presse, mais de plus en plus, la bande dessinée, ce sont des livres. On emploie d'ailleurs souvent l'expression de roman graphique. Et ça veut dire des lectures longues, des lectures à part entière, des sujets ambitieux et au fond, toutes les thématiques qui sont abordées. Et donc, 9e art, très belle expression, ça c'est important. 9e art, alors c'est une expression qui est apparue dans les années 60, on dirait presque ironiquement, et c'est une expression qui est un peu réservée au monde francophone. Quand vous êtes aux États-Unis ou au Japon, on n'a pas d'équivalent de 9e art, mais il est vrai que la bande dessinée a une dimension littéraire d'un côté et une dimension art plastique de l'autre, et il y a tellement d'expressions remarquables dans le dessin, que ce soit en noir et blanc ou en couleur, que vraiment cette appellation de 9e art n'est pas usurpée. Donc pour tout savoir à votre ouvrage, 50 moments clés de l'histoire de la bande dessinée, je vous le recommande, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs. Alors puisqu'on parle de bande dessinée, ce qui est intéressant avec vous, Amélie Mouget, c'est qu'à la revue dessinée, vous utilisez, n'est-ce pas, ce 9e art pour traiter l'information. En quoi c'est intéressant de pouvoir traiter justement l'information sous forme de documentaire ou d'enquête ou de reportage, sous forme de bande dessinée dans votre revue ? Alors, Benoît Peters le disait, c'est un moment où la bande dessinée est à l'âge adulte et la bande dessinée a un langage extrêmement riche et complexe, ce qui, pour des journalistes, peut représenter un outil formidable pour rentrer dans la complexité des sujets, parler de sujets économie, de société, des sujets liés à l'environnement, de rentrer dans des démonstrations qui peuvent être parfois ardues si on est dans un texte classique, un reportage à l'écrit, et qui, en bande dessinée, vont prendre une autre dimension, non seulement parce que la bande dessinée synthétise, elle permet de dire en un dessin énormément de choses, mais aussi parce que la bande dessinée apporte tout son caractère sensible, créatif, elle peut nous émouvoir, elle peut nous faire rire, elle a une capacité à nous toucher qui est formidable. Et nous, on fait le pari qu'on traite chacun des sujets journalistiques de manière singulière et différente parce que c'est en bande dessinée. Parce que c'est en bande dessinée et que ça passe à travers le regard d'un artiste, d'un auteur. Donc beaucoup de sujets très variés, comme par exemple les jeunes autochtones dans les pensionnats religieux de Guyane, mais aussi les algorithmes qui remplacent les êtres humains dans les administrations, ou encore les jeunes des quartiers pris au piège des paris sportifs. Autant de sujets donc traités, comme vous le voyez, sous forme de bande dessinée pour traiter donc de l'information et de l'actualité. Alors on parlait justement de ce 9e art, et c'est formidable, puisqu'on peut dire que maintenant c'est reconnu presque même par les grandes institutions, puisque vous donnez des cours au Collège de France.
N'est-ce pas, Benoît Peters? Alors, comment on peut suivre vos cours? Est-ce qu'on peut les suivre sur Internet? Et surtout, en quoi, pour vous, cela semble important de pouvoir parler de bande dessinée au Collège de France? Alors, j'ai eu la chance d'être élu cette année à la chaire de création artistique, où on peut parler aussi bien de musique, de cinéma, de littérature. Et j'avais envie de faire partager cet art de la bande dessinée, donc de parler de ce qu'il a de plus spécifique, la case, la planche, c'est-à-dire l'organisation de la page, les phylactères et les onomatopées, donc toute la manière de restituer le son, la couleur, enfin, de traverser l'histoire de la bande dessinée à travers un certain nombre de thématiques. Et sur Internet, notamment sur YouTube, on retrouve l'ensemble de ces cours, images comprises. Donc c'est un peu une initiation à un langage qui reste mal connu par certains et parfois dédaigné. Et je crois que découvrir, par exemple, que les mangas, ce n'est pas un seul style, que ça ne s'adresse pas qu'aux plus jeunes, c'est important. Découvrir que la bande dessinée a été inventive dès les années 1900, c'est important. Je crois que ça donne un regard plus ouvert et plus riche sur la bande dessinée. Et d'ailleurs, on a vu des images de vos cours au Collège de France, donc cours poétique de la bande dessinée notamment. C'est un des titres donc disponibles en ligne. Puisqu'on parle justement de ces hauts lieux, parlons aussi de l'Académie des Beaux-Arts et des femmes. Et ça va vous plaire, Lisa Mandel, justement, puisque une grande dessinatrice, n'est-ce pas, qui est d'ailleurs nommée pour le Grand Prix d'Angoulême. Il s'agit de Catherine Meurice. Regardons des images, donc, qui a été, je dirais, donc intronisée, en tout cas, et reconnue à l'Académie des Beaux-Arts. Vous le voyez donc sur ces images. C'était le mercredi 30 novembre 2022, voyez-vous ici même, Catherine Meurice, officiellement donc installée dans un des fauteuils, gravure et dessin de l'Académie des Beaux-Arts. Catherine Meurice, survivante de l'attentat de Charlie Hebdo, qui donc maintenant a décidé de dédier sa formidable carrière à la bande dessinée. Une réaction, Lisa Mandel, sur cette intronisation de Catherine Meurice à l'Académie des Beaux-Arts, ce n'est pas rien. C'est un événement dont on ne peut que se réjouir. Je sais que toutes mes consoeurs, en tout cas dans le milieu de la bande dessinée, s'en réjouissent avec moi. Non seulement la bande dessinée entre à l'Académie des Beaux-Arts, mais en plus, évidemment, c'est une femme qui porte le flambeau. Et ça, on se rend compte qu'on a fait vraiment beaucoup de chemin dans notre profession, quoi. En tout cas, vraiment, nous sommes, nous ici, des grands fans du travail de Catherine Meurice. Là, tombe bien, on a le droit aussi de partager les coups de cœur. Alors, Catherine Meurice, Riyad Satouf et Alison Bechdel sont les trois nommés pour le Grand Prix du Festival d'Angoulême. On aura le nom du lauréat le 25 janvier, juste la veille du départ et du commencement de ce grand festival. Parmi ces trois noms, est-ce que vous avez un pronostic, peut-être pour vous, Amélie Mouget ? Alors, je n'ai pas de pronostic, mais je note que tous les trois s'emparent du réel. Et ça dit quelque chose, le fait que ce soit la bande dessinée du réel, que ce soit de manière autobiographique avec Alison Bechdel et Riyad Satouf, ou avec des histoires qui sont empreintes d'une sensibilité immense avec Catherine Meurice. C'est un moment où il est clair que la bande dessinée peut dire des choses extrêmement profondes, extrêmement denses. Cette sélection, elle a pour moi cette connotation. Je me garderai de faire un pronostic, j'échoue lamentablement. Je crois que Lisa Mandel est meilleure que moi. Vous avez une idée? Alors, Catherine Meurice, Riyad Satouf, Alison Bechdel. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'était mes trois choix. Parce que donc, moi étant autrice, j'ai un droit de vote, puisque donc on est au suffrage universel. Nous, les auteurs, on vote, c'est nous qui votons. Et il se trouve que c'était mes trois choix. Donc, c'était un peu extraordinaire de voir le résultat. Donc, non, je ne ferai pas de pronostic parce que déjà, les trois pour lesquels j'ai voté sont en lice. Donc, Trois œuvres remarquables, très différentes. L'immense succès populaire de Riyad Satouf à travers les Cahiers d'Esther et l'Arabe du futur. Je crois que c'est une œuvre qui vraiment touche. Et à une époque où il y a beaucoup de modes de reprise des héros d'hier ou d'avant-hier, c'est bien de voir une vraie création. Catherine Meurice, on en a beaucoup parlé. Vraiment, il y a une poésie, une culture, une sensibilité dans son travail extraordinaire. Et puis un engagement fort chez Alison Bechdel. Donc je dirais que quel que soit le résultat qui sortira, nous pourrons en être fiers et heureux. Et puis on peut quand même noter, je renchéris sur ce qui a été dit, que 2 femmes sur 3 dans le trio, alors que cette année, la présidente du festival, le Grand Prix, c'était Julie Doucet, une Canadienne. C'est quand même dire que les choses ont bougé. Moi, je me souviens de la bande dessinée qui était un monde d'hommes, et parfois un peu tristement et lourdement un monde d'hommes dans les années 80-90. On était quelques-uns à aspirer à cette transformation. Je crois que les écoles ont joué un grand rôle. Et vraiment, là, il s'est passé quelque chose,
un rajeunissement, un rafraîchissement de la bande dessinée. Lisa Mandel, la féminisation de la BD, est-ce que ça y est, on y est vraiment? On peut le dire, il y a 2 noms dans ces grands nommés donc, du Festival d'Angoulême. Qu'en pensez-vous? Moi, en 20 ans, alors quand j'ai commencé la bande dessinée il y a 20 ans, j'étais souvent la seule femme. On était 2 femmes dans les salons. J'étais dans un magazine qui s'appelait Cho, j'étais la seule femme. Et j'ai vraiment vu le changement, là, ces 20 dernières années, l'arrivée en force en fait, des femmes et des autrices est quand même assez extraordinaire. Et je pense que d'ici quelques années, on sera à 50-50. Et je pense même que dans le futur, les femmes seront majoritaires dans la bande dessinée. Alors pas tout de suite, parce qu'il faut que les autres partent à la retraite, mais je pense que ça va arriver. Ouais. Et l'accueil des femmes dans le monde de la BD, c'est toujours bien passé? Est-ce qu'il y aura un jour un MeToo BD Alors il y a un MeToo en ce moment, un BD, donc on est en plein aussi, on arrive un petit peu après la bataille, mais la bande dessinée, comme tous les milieux qui étaient quand même longtemps essentiellement masculins, ont souffert de harcèlement, d'agression sexuelle et de maltraitance des femmes. Et donc aujourd'hui, le milieu en ce moment, il y a pas mal de remue-ménage et de ménage qui est en train d'être fait. J'espère que ce sera bien fait, qu'on pourra passer à autre chose. Mais effectivement, oui, la profession change et c'est tant mieux, j'ai envie de dire. Et donc votre œuvre, on vient de voir la couverture, Se rétablir. Racontez-nous un peu l'histoire en quelques mots. Alors, Se rétablir, c'est une bande dessinée du réel, une bande dessinée documentaire qui part du principe qu'on peut vivre heureux et épanoui avec ou malgré un trouble psychique important. Ça peut être de la bipolarité, ça peut être l'étiquette schizophrène, entendeur de voix, ça peut être la dépression, ça peut être le TDAH. Donc en gros, c'est l'idée que, alors que la société pense qu'en fait un diagnostic de cette sorte-là condamne la personne qui en souffre à une vie de misère, on se rend compte qu'en fait 2 tiers des personnes diagnostiquées ont une vie normale, mais on ne le sait pas. Se rétablir, ouvrage passionnant. Vous aimez justement briser les tabous et parler de sujets sensibles, ça qui est formidable, comme vous à la revue dessinée, justement. Alors maintenant, on va essayer de comprendre un peu comment vous travaillez. Vous, par exemple, vous avez des dessinateurs de BD qui vont sur le terrain, qui sont avec des journalistes. Comment ça se passe pour écrire un article d'actualité sous forme de bande dessinée? Alors, il n'y a pas de règle, ou il y en a une qui est qu'on va de toute manière garder l'exigence des 2 métiers. L'exigence du journalisme, la rigueur, on recoupe les sources, on vérifie nos informations, et l'exigence en termes de création, en termes de narration, de découpage de la bande dessinée. Et pour ça, on forme des binômes, un journaliste, une journaliste, un dessinateur, une dessinatrice, qui vont travailler main dans la main pour produire une enquête, un reportage, un documentaire en bande dessinée. On est très tourné vers l'enquête parce qu'on a fait la démonstration ces dernières années avec des journalistes de Mediapart, avec des journalistes du Monde, avec des journalistes de la cellule d'investigation de Radio France, que quand on a des sujets vraiment denses, de fond, par exemple sur la cuve de l'EPR de Flamanville, sur les emprunts toxiques, la bande dessinée révèle la pertinence de ces sujets. Donc ils vont ensemble sur le terrain, parfois, souvent, l'un avec son carnet de notes, l'autre avec son carnet de croquis, et ils ramènent des histoires vraies avec une dimension très d'analyse, de décryptage et de remise en contexte. On sort un peu du flux de l'actualité pour remettre en perspective ces informations qui sont fouillées, documentées, et chaque sujet fait 25 à 30 pages, donc on a le temps de s'installer dans une histoire. Alors bien sûr, une question très importante, c'est la rémunération. Par exemple, un auteur de BD qui réalise un article à la revue dessinée, c'est quoi sa rémunération? Alors, tout dépend de la pagination. Selon si on fait 10 pages ou 25 pages, on est payé à la planche. Pour l'ensemble de la revue dessinée, on paye 35 000 € en droit d'auteur. Donc, le tout dispatché sur 212 pages. On aimerait payer mieux, parce qu'on n'est pas une multinationale, on est indépendant, sans publicité, donc on fait avec notre modèle économique. Mais on est déjà au-dessus de ce que font beaucoup d'éditeurs pour un album de 200 pages. Alors justement, c'est la question, est-ce qu'on peut vivre de son métier, de cet art? Justement, Lisa Mandel, par exemple, c'est combien les droits d'auteur? Vous avez créé votre maison d'édition exemplaire. J'imagine que ce n'est pas la même chose que si on est chez Casterman ou chez Dergo. Comment ça fonctionne? En fait, traditionnellement, l'auteur, depuis des décennies maintenant, touche des droits d'auteur, un peu comme un auteur de roman, c'est pareil. On touche entre 8 et 10% du prix de vente du livre hors taxe.
Et le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a 20 ans, 30 ans, il y avait 10 fois moins d'auteurs sur le marché, il y avait 50 fois moins de titres qui se vendaient, ce qui fait que c'était beaucoup plus difficile d'éditer des livres. Mais une fois qu'on était dans le circuit, si vous voulez, professionnel, on s'en sortait bien. Aujourd'hui, il y a 50 fois plus d'auteurs sur le marché et du coup, mécaniquement, on gagne beaucoup moins par titre puisque les titres se vendent moins en quantité. Et du coup, il y a une paupérisation de la population des auteurs, à part quelques-uns qui sortent leur épingle du jeu et qui peuvent vivre tout à fait correctement. Paupérisation, précarité, vous nous le confirmez, vous qui êtes donc historien aussi de la BD, Bonapéters? Oui, je me suis occupé avec quelques amis des états généraux de la bande dessinée. Il y a plusieurs années, nous avions lancé une enquête pour vraiment connaître l'évolution du métier, les revenus. On peut dire que le passage de la presse au livre a contribué à cette paupérisation, puisque les auteurs étaient considérés par certains côtés comme des journalistes, et donc chaque page était payée. Et puis brusquement, on est passé à un autre modèle où seul le succès rémunère, où le travail n'a plus véritablement de valeur. Or, la bande dessinée est très difficile à pratiquer en amateur. Il y a tout un artisanat qui suppose de passer beaucoup de temps sur chaque page et sur chaque livre. Donc effectivement, on a de plus en plus d'auteurs, de plus en plus d'autrices, énormément de talents, mais beaucoup de gens qui ont du mal à en vivre aujourd'hui. Et je suis parfois heurté quand j'entends les chiffres généraux, les chiffres globaux, comme celui que vous avez cité. 889 millions d'euros, le record Voilà. chiffre d'affaires des ventes de BD en 2021. Alors, c'est un peu illusoire au quotidien pour ceux qui pratiquent cet art, parce que d'abord, il y a une part énorme qui vient des traductions et des adaptations, notamment de mangas. Le manga a une place énorme et donc ne profite pas aux auteurs francophones, mais aussi les succès se concentrent sur quelques séries et beaucoup d'œuvres remarquables, aujourd'hui, ne se vendent qu'à quelques milliers d'exemplaires. Et là, l'auteur, l'autrice ne peut pas en vivre. Et j'ai l'impression qu'il y a un modèle un peu à repenser, y compris dans le dialogue avec les éditeurs. Important, j'espère qu'ils en parleront. En tout cas, au festival d'Angoulême, parfois il y a des financements participatifs, ça peut aider justement, même ça peut paraître aberrant pour créer une BD, mais bon. Nous, notre structure éditoriale fonctionne sur la base du financement participatif. Donc, notre maison d'édition est aussi un site de financement participatif et ça nous permet, maintenant, après 1 an et demi de recul et une vingtaine de titres publiés, ça nous permet de payer les personnes 3 ou 4 fois plus que ce qu'elles toucheraient chez un éditeur normal, et notamment de lancer des jeunes auteurs qui se retrouvent avec des droits beaucoup plus importants, puisqu'on est en moyenne entre 30 et 40% de droits, au lieu de 10 chez un éditeur normal. Donc c'est une proposition qui ne peut pas fonctionner pour tout le monde, parce qu'il faut avoir une grosse présence sur les réseaux sociaux, mais qui est une solution. Piste intéressante donc pour mieux rémunérer les auteurs, les autrices, bien sûr, de BD. Alors, vous faites des coéditions, vous, à la revue dessinée, notamment, on va regarder tout de suite les algues vertes. Ça, c'est vraiment très important. L'histoire interdite. Inès Léraud, Pierre Van Hove, sur des personnes et des animaux décédés après l'émanation de différents éléments chimiques des algues vertes, justement, en Bretagne. Coédition, la revue dessinée avec Delcourt, n'est-ce pas? Alors, en quoi c'est intéressant, ce type de démarche? Alors justement, là, c'est très intéressant pour les auteurs, parce qu'ils démarrent l'enquête dans la revue dessinée, ils publient 45 pages dans la revue dessinée, sur cette double omerta qui concerne les algues vertes. En gros, on ne dit pas que les morts sont causées par les algues vertes, et on ne dit pas, en tout cas à l'époque, les pouvoirs publics ne reconnaissent pas le lien entre l'agro-industrie et la présence d'algues vertes. Donc ils enquêtent sur ce sujet en Bretagne, ils publient 45 pages dans la revue dessinée, on se dit c'est trop court, il faut qu'on en fasse plus, donc on publie un album pour lequel ils vont toucher des droits, et un album qui va se vendre à 150 000 exemplaires, donc qui va rentabiliser l'enquête. Merci Amélie Mouget.